Après avoir bien compris les 3 étapes à travers lesquelles le monde romain se développe, c'est-à-dire la royauté, la république et l'empire, maintenant c'est le temps d'aborder les héritages. Les héritages, ils sont riches, ils sont nombreux, ils sont très importants pour comprendre la suite du développement du monde occidental. Ce que lèguent les Romains, c'est à certains égards ça va rajouter une pierre de plus à l'édifice qu'avaient amorcé, qu'avaient commencé à construire les Grecs. Premier héritage, en fait, il y a 2 héritages qui sont fondamentaux qu'il faut comprendre au départ. Donc, d'abord, il y a l'idée de la notion d'État et ensuite le droit romain. C'est autour de ces 2 structures-là que va pouvoir, en fait, c'est autour de ça que va se développer justement le monde romain. Euh, on va réussir à mettre en place une structure étatique, surtout à partir de l'Empire fondé par Auguste. On va réussir à fonder une structure étatique qui va permettre de gérer et de gouverner de façon très efficace un territoire qui, je le rappelle, est immense. Alors, la notion d'État, c'est quoi? Ben, c'est d'être capable justement de gérer un empire immense, être capable de gérer un territoire qui regroupe 20 peuples aux mœurs assez différentes. Donc, de quelle manière est-ce qu'on va réussir à faire ça? C'est qu'on va vraiment poser l'idée que l'État, c'est l'autorité suprême. L'État contrôlé par l'empereur et appuyé par certaines structures administratives. Mais donc, c'est un État. L'État constitue l'autorité suprême et on va mettre en place une fonction publique qui sera extraordinairement efficace pour diffuser les messages de l'État et faire en sorte que les mêmes lois soient appliquées partout et faire en sorte que tous et chacun, tous les citoyens, tous les habitants de l'Empire doivent d'une certaine manière se soumettre à l'État romain. Donc, les Romains ont vraiment réfléchi à cette idée-là. Ils vont réussir à créer une structure, comme je disais, une structure administrative très efficace, structure administrative qui servira euh, pas nécessairement au Moyen Âge, mais quand on va revenir, quand on va arriver vers la fin du Moyen Âge à la période moderne, cette structure, cette notion d'État va servir d'exemple pour le développement politique en Occident. Quant au droit romain, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est écrit et codifié. Ça veut dire ça veut dire que dans toutes les provinces romaines, on appliquera de la même façon les lois qui seront adoptées par l'État romain. Donc, écrit et codifié. Il n'y a pas nécessairement d'interprétation. Et là, ben aussi, ce qui est intéressant, quand on parle de réflexion sur le plan sur le plan juridique, puis on fait une distinction entre droit civil et droit criminel, entre droit public et droit privé. Alors donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a une réflexion qui a été faite, très puissante par les Romains. C'est sûr que les Romains n'ont pas inventé les lois, les Grecs en avaient, et les Phéniciens en avaient, les Étrusques en avaient, mais les Romains vont pousser la réflexion encore plus loin, et justement, cette notion de droit écrit et codifié, et ça va permettre ça, justement, d'appliquer la même loi à tous les habitants de l'Empire, la même loi à tous les citoyens de l'Empire. Ne serait-ce ici réfléchir à la notion de citoyen romain. Au départ, les seuls citoyens romains étaient les patriciens, donc ces gens qui prétendaient descendre des vieilles familles romaines. Éventuellement, la notion de citoyen romain va être étendue à tous les habitants de la péninsule italienne. Et éventuellement, au début de l'Empire, la notion de citoyenneté sera étendue à tous les hommes libres habitant dans l'Empire romain. Donc, peu importe si on vient de l'Afrique, si on vient de la Gaule, si on vient de l'Espagne, si on vient de la Grèce, si on est un homme libre au sein de l'Empire, on a la notion de citoyenneté romaine et ce droit-là s'applique justement à tout le monde. On pourra arguer qu'évidemment, il y a énormément d'esclaves qui ne sont pas nécessairement très bien protégées par ce code civil. Il y aura évidemment les femmes qui ne sont pas considérées comme citoyennes, mais malgré tout, c'est quand même une réflexion intéressante sur l'idée de la citoyenneté. Donc, ces 2 concepts-là, la notion d'État et la notion de droit romain, c'est important. Et c'est ce qui va permettre peut-être justement au monde romain de connaître au cours des 2 premiers siècles après Jésus-Christ une période assez extraordinaire qui s'appelle la Pax Romana, c'est-à-dire un système, une période durant laquelle le monde romain va être essentiellement en paix, période durant laquelle euh, l'Empire romain n'est pas menacé par l'extérieur. C'est vraiment une période assez formidable. Malgré les injustices, malgré les inégalités qui peuvent encore subsister, il y a quand même un degré de raffinement, de réflexion autour de l'État et autour du droit qui est assez intéressant. Notre héritage quand même important, c'est l'héritage matériel, c'est-à-dire donc de quelle manière les Romains vont imposer leurs institutions un peu partout dans l'Empire.
Évidemment, le modèle de base, c'est le modèle romain. C'est une ville qui est immense, c'est une ville qui grouille d'activités, c'est une ville qui attire des gens de partout dans l'Empire. Donc, il y a une activité à peu près constante. Et là, va s'y côtoyer à Rome, évidemment, des habitants de Rome en tant que tels, mais on va y retrouver aussi des individus qui vont provenir de toutes les régions de l'Empire, donc des gens de toutes les couleurs, des gens de toutes les nationalités, des gens qui parlent des langues différentes. Ça va être un centre vraiment unique, un centre unique qu'on n'aura jamais vu dans l'histoire à ce moment-là. Donc, c'est une ville qui est vraiment très grosse. À son apogée, la ville de Rome, c'est environ 1 million d'habitants, peut-être même un peu plus. La ville est approvisionnée en eau par 12 aqueducs. On en voit des exemples ici. Une ville donc approvisionnée en eau par 12 aqueducs. C'est une où on aura des édifices vraiment spectaculaires. Le palais impérial, c'en est un. Il y aura des bains publics, ce qu'on appelle les thermes. Il y en aura un peu partout. Il y aura des stades de toutes sortes, des hippodromes où on pourra voir des courses de chevaux. C'est une ville vraiment assez extraordinaire. Une ville extraordinaire en même temps aussi où se côtoient la richesse et la pauvreté. Dans certains coins de la ville ou peut-être un peu à l'extérieur, on pourra retrouver de ces villas euh, somptueuses qui abritent, en fait, où vont habiter des citoyens les plus riches, où on pourra avoir des fêtes. Bon, vous avez peut-être des orgies en tête, mais bon, pensons à des fêtes plutôt somptueuses avec des plats très raffinés. En même temps que dans la ville en tant que telle, vont s'entasser des gens de la plèbe, des, des gens donc de conditions socio-économiques peut-être un peu plus modestes. Et on va littéralement à Rome inventer le bloc appartement, donc c'est ce qu'on appelle des insula. Insula, ça veut dire une île, donc des maisons construites en hauteur où vont pouvoir s'entasser justement plusieurs familles en même temps. Mais c'est une ville vraiment unique. Et qu'une fois que les Romains vont, en fait, vont faire des conquêtes, à chaque fois que les Romains vont faire des conquêtes et qu'on va commencer à édifier de nouvelles villes à l'extérieur de Rome, évidemment, le modèle de base qu'on va utiliser, c'est le modèle romain. Je vous parlais tout à l'heure de la ville de Rome qui a été qui était approvisionné en eau par 12 aqueducs qui allaient puiser l'eau partout à travers, à l'extérieur de la ville et qui pouvaient recueillir en même temps de l'eau de pluie. On a encore justement de ces structures très imposantes qui demeurent aujourd'hui, ce qui est un signe finalement de la solidité ou en fait de l'ingéniosité du génie romain. Donc des aqueducs comme ça, on va en retrouver un petit peu partout encore autour de la ville de Rome. Quand on parle d'édifices spectaculaires, bien évidemment, il y a le cas du Colisée. Le Colisée, donc une structure qui est encore debout aujourd'hui, c'était un stade où on pouvait assister à des combats de gladiateurs plus souvent qu'autrement. C'est un stade où on pouvait, à une certaine époque, voir aller assister au supplice de certains chrétiens. Donc, un stade qui pouvait contenir 40-50 000 personnes, ce qui est assez intéressant. Les estrades supérieures étaient protégées parfois par une espèce de membrane qui protégeait du soleil. C'est un stade qui était aménagé aussi, c'est assez intéressant si on regarde l'intérieur. Ici, on voit le sous-sol, mais tout cet espace-là ici qu'on appelle l'arène était recouvert de planches de bois où se déroulaient justement les combats en question. Mais en dessous, ce qu'on y voit particulièrement, ben, ce sont des espèces de cellules où on gardait les gladiateurs avant les combats, où il y avait des cellules où on gardait les animaux sauvages le cas échéant. Donc, c'est un stade absolument formidable. Les gens s'y rendaient souvent. À une certaine époque, il y avait jusqu'à 260 jours fériés à Rome. Et là, on organisait des jeux constamment, constamment, constamment. Pourquoi est-ce qu'on organisait autant de jeux? Pour la simple et bonne raison que plus la ville grossit, comme je le mentionnais dans la capsule précédente, une des conséquences de toutes les conquêtes, c'est que la plèbe romaine a à subir la concurrence de produits qui viennent de l'extérieur ou la concurrence des esclaves, ben, c'est qu'il y a de plus en plus de chômeurs à Rome. Et il fallait trouver une façon de les distraire. Donc, on organisait des jeux. Et pendant ces jeux, ben, les gens pouvaient aller se divertir, effectivement. Et en même temps aussi, très souvent, c'est qu'il y avait également distribution de pain et de nourriture. Donc, l'idée, l'expression du pain et des jeux, panem et circenses, ça veut dire quoi? Ben, il s'agissait de divertir cette foule oisive et nourrir cette foule oisive afin d'éviter qu'elle commence à remettre en question l'État, afin qu'elle commence
d'éviter qu'elle commence à se révolter. D'autres édifices spectaculaires, celui-là n'existe plus, mais il y avait le Circus Maximus qui pouvait contenir pas loin de 100 000 spectateurs. Pouvait y assister à des courses de chevaux. Les courses de chevaux, elles étaient régulières, sinon quotidiennes, et des hippodromes, pas tous aussi grands que le Circus Maximus, mais de ces hippodromes, il y en a au moins une douzaine à Rome et aux alentours, parce que les Romains raffolent des courses de chevaux. On aime bien aller gager aux courses de chevaux, on aime bien aller miser aux courses de chevaux, et un peu de la même manière qu'aujourd'hui, d'une certaine façon. C'est l'activité préférée, justement, des Romains, c'est l'activité qui divertit le plus les Romains. Et voir que partout dans l'Empire romain, il y aura des hippodromes, en fait, c'est une chose que les Romains ont hérité des Étrusques. Les Étrusques étaient des grands amateurs de courses de chevaux, et dès le départ, les Romains vont trouver un plaisir assez fou à ces courses de chevaux. D'autres édifices quand même assez intéressants. Il y a le Panthéon. Le Panthéon, c'était un temple où on pouvait aller vénérer tous les dieux. Euh, et donc, une construction quand même intéressante. Si vous regardez, si vous jetez un coup d'œil au toit, c'est-à-dire à la coupole, les ingénieurs romains ont trouvé une façon justement de pouvoir construire de ces toits arrondis. Au sommet, il y avait une ouverture qui avait été pratiquée afin de laisser passer la lumière, sinon il aurait fait très sombre, mais c'est un endroit assez magique. Et bien, puis là, ben, vous n'avez pas besoin nécessairement de vous déplacer à Rome si vous voulez voir le modèle. Il y a certainement la Banque de Montréal, située donc pas très loin du Cégep, qui constitue un bel exemple de ça. Si on regarde les Romains, comme je le disais, au fur et à mesure qu'ils se déplacent et qu'ils prennent possession de l'Empire et qu'ils fondent des villes, ben, ils vont aller construire des structures qui seront celles qui seront calquées sur ce qu'il y a à Rome. Et une des choses intéressantes que les Romains vont faire, c'est qu'ils vont d'abord adorer le théâtre, les Romains, et ils vont s'inspirer, pour construire leur théâtre, ils vont s'inspirer évidemment des théâtres grecs. Fait que si on voit ici à Lyon en France, c'est un théâtre sur le modèle grec qui a été construit par les Romains. Même chose ici à Éphèse en Turquie. C'est un théâtre construit par les Romains, mais évidemment c'est un modèle qui est grec. Même chose aussi, autre genre de structure qu'on va retrouver partout dans l'Empire, ce sont les fameux arcs de triomphe. Les arcs de triomphe, c'était de ces monuments qui ont été érigés en l'honneur de tel ou tel militaire, et généralement à l'intérieur des voûtes. Ce qui va arriver, c'est on va sculpter des bas-reliefs qui racontent les hauts faits d'armes du militaire en question. Ça ressemble presque à une bande dessinée où on raconte les grands exploits, les grandes batailles de l'individu. Donc, un peu partout à travers l'Empire, on retrouvera des arcs de triomphe comme celui-ci. Des structures encore très solides, des structures qui sont encore bien présentes aujourd'hui. Le mur d'Adrien en Angleterre, un mur qui avait été construit pour délimiter le territoire romain de la Bretagne et celui des Écossais. Donc, c'est un exemple de ce que je disais dans la capsule précédente, un exemple de limès, donc cette espèce de structure frontalière qui sont érigées, et c'est encore debout plusieurs siècles plus tard. Le pont du Gard en France est un exemple assez frappant d'aqueduc. Donc, il y avait des aqueducs, il n'y en avait pas seulement qu'à Rome. Donc, en Gaule, on en avait construit. Ça demeure encore aujourd'hui. Et si on regarde la structure supérieure du pont du Gard, c'est là où on allait puiser l'eau justement à la source qui ramenait justement cette eau-là vers la ville. Et, et là, si on regarde à l'intérieur, cette structure supérieure, ben, c'est dans ce genre de couloir-là aménagé qui permettait d'amener l'eau vers les villes. Les Romains sont de grands ingénieurs, sont de grands constructeurs, et ils vont construire des routes un peu partout. Ce sont des milliers et des milliers de kilomètres de routes que construiront les Romains. Si vous regardez dans votre livre, on va vous montrer justement un exemple de quelle manière on construisait les routes. Ce sont des routes qui sont solides. Les routes, elles sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'elles permettent le déplacement, évidemment, des individus, mais surtout, c'est qu'elles favorisent le commerce, c'est-à-dire elles favorisent le déplacement rapide et efficace de produits d'une région à une autre, mais plus particulièrement, et là j'évoque la Pax Romana dont je parlais tout à l'heure, mais de quelle manière est-ce que les soldats romains peuvent se déplacer rapidement d'une région à l'autre afin d'y maintenir la paix? C'est grâce à ces milliers de kilomètres de route. Alors la voie appienne, mais c'est la voie principale qui amène vers la ville de Rome.
Je vous parlais de modèles de villes qui sont essentiellement construites sur le modèle romain. Bien, vous avez un exemple ici de Pompéi. Ça, c'est un cas assez intéressant. C'est cette ville qui, en 79, avait été ensevelie par l'éruption du mont Vésuve qu'on voit en arrière-plan. Donc, ce volcan qui avait explosé, qui avait fait éruption. Mais la ville a été parfaitement protégée. Mais on peut voir toutes les structures importantes du monde romain. Le, 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 le- le modèle de découpage des rues en quadrilatère, une place centrale qui constituerait l'espèce de forum, un lieu de rencontre. C'est un modèle, typiquement, c'est tout à fait emprunté à la ville de Rome. Autre exemple intéressant, ben, c'est le cas de Timgad en Afrique du Nord. On a fait des fouilles archéologiques, on a fait ressortir la ville, donc des Romains qui vont construire une ville en Afrique du Nord. On voit parfaitement le plan en damier. En plein cœur de la ville, on voit, on voit un forum, donc un lieu de rencontre, un lieu de commerce, un lieu de discussion. En même temps, quand on va y retrouver aussi à l'entrée de la ville un arc de triomphe. Donc, on voit, c'est vraiment le modèle romain. Et c'est comme ça, c'est de cette manière-là que les Romains vont romaniser les peuples conquis. C'est-à-dire qu'ils vont implanter leurs institutions et graduellement, c'est pas à coups d'épée sur la tête nécessairement, mais graduellement, les peuples conquis vont s'insérer au monde romain en participant, en s'insérant dans ces institutions romaines. Et d'une certaine manière, c'est peut-être le bon sens des institutions qui va faire en sorte que les peuples vont se romaniser, vont adopter la langue, vont s'intégrer aux lois et ainsi de suite et vont se soumettre au pouvoir suprême de l'Empire. Autre volet, autre héritage qui est quand même majeur et qui va devenir la clé dans le monde occidental, c'est l'héritage spirituel. À partir de maintenant et dans les prochaines capsules, essentiellement tout le temps, on va parler du monde, on va parler de l'Église. L'Église chrétienne est au cœur du développement du monde occidental. Les Romains et les Grecs étaient polythéistes au départ, mais éventuellement, le monothéisme va s'imposer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans le monde romain que va naître le christianisme. C'est dans le monde romain que va naître et grandir Jésus, le prophète, donc celui qui va imposer, celui qui va introduire le christianisme dans le monde romain. Donc, comme je viens de le dire, au départ, les Romains, ce sont des polythéistes. Ils adorent plusieurs dieux. Ils vont aller emprunter plusieurs de leurs divinités aux Étrusques, beaucoup aux Grecs, euh, et donc vont vivre comme ça pendant quand même quelques siècles. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un certain moment donné, un personnage va naître en Judée, la Judée qui est une province romaine. C'est Jésus. Il va naître là et semble-t-il que cet individu-là, en fait, cet individu-là va avoir une destinée assez formidable. Maintenant, est-ce qu'on n'y croit pas? Ça, c'est une question personnelle, mais il est indéniable qu'il y a un personnage qui va naître en Judée, un personnage historique, il a existé, et qui, lui, pendant peut-être les 30 premières années de sa vie, on ne l'entend pas, mais entre les âges de 30 et 33 ans, va connaître une destinée assez formidable. Donc, comme je le disais, il va naître Jésus en Judée, qui était une province romaine, et qu'éventuellement, ben, à partir de l'âge de 30 ans, on va voir qu'il y a un personnage qui va commencer à parler aux foules. Et à qui il s'adresse? Ben, il s'adresse aux plus démunis. Il s'adresse aux plus démunis, il va leur offrir un message d'espoir. Il va commencer à parler qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il est envoyé sur la terre par son Père qui est au ciel, et que, aux yeux de son Père, donc de Dieu, tous les humains sont égaux. Alors évidemment, c'est le genre de message qui va plaire aux plus démunis de l'Empire, aux plus pauvres, particulièrement aux femmes. Les femmes vont jouer un rôle absolument extraordinaire dans les premiers siècles du christianisme, parce que les femmes, pour la première fois, se sentent acceptées, se sentent intégrées dans un message quelconque. Donc, dans cette région-là de la Judée, Jésus va s'adresser aux foules. Il va propager un message d'amour, il va propager un message d'espoir. Il va parler surtout, et ça, c'est le dogme fondamental du christianisme, il va parler de la résurrection. Dans son message, Jésus, c'est qu'il va dire que mourir, c'est passer à une nouvelle vie. Alors donc, c'est qu'il y a un espoir qui est offert à cette population-là, peut-être un peu démunie de l'Empire romain. Mourir, c'est passer à une nouvelle vie. Le peuple y est séduit. Les foules vont commencer à se déplacer autour de lui. On va lui attribuer des miracles. Encore une fois, c'est une question de foi, si on y croit ou on n'y croit pas. Est-ce qu'il a multiplié le pain et le vin? Est-ce que
est-ce qu'il a guéri tel ou tel malade? On y croit ou on n'y croit pas. La question n'est pas là. La réalité, c'est qu'il y a un personnage qui parle justement qui a un discours monothéiste, donc il n'y a qu'un seul Dieu, et que par conséquent, en parlant comme ça, c'est qu'il va contre justement la position de l'État qui endosse le polythéisme, et même voir que les Romains considéraient que l'empereur était un Dieu vivant. Donc c'est sûr que lui, j'ai un type comme Jésus qui dit je rejette du revers de la main le polythéisme et qui proclame qu'il n'a qu'un seul Dieu, ben c'est comme s'il allait d'une certaine manière contre les lois romaines. Donc, après une couple d'années de pèlerinage et de prédication, Jésus, qui est entouré d'un groupe d'apôtres, une douzaine d'apôtres, ben, Jésus sera arrêté. Sera arrêté et sera jugé. Et ben, évidemment, comme on va le trouver coupable finalement d'aller à l'encontre des croyances romaines, ben, il sera condamné à mort et il sera promené à travers donc des rues d'une ville et il va traîner sa croix. Il est condamné à la crucifixion étant le supplice probablement le plus répandu à ce moment-là. Et donc Jésus est condamné à mort, il est crucifié en même temps que deux autres voleurs et on va attendre donc qu'il meure. Et Jésus, effectivement, va mourir. Selon l'histoire, c'est que Jésus serait revenu à la vie, serait réapparu. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus réapparaît d'abord à deux femmes, ce qui est quand même pas rien, et qu'après ça, ben, va monter au ciel. C'est ce que nous dit l'histoire. Encore une fois, c'est une question de croyance si on adhère ou non à ça, mais la réalité est que cet individu-là a mis en branle un processus, a mis en branle un mouvement qui va devenir inexorable, qui ne sera pas arrêtable. Donc, le christianisme rejoint les plus démunis de l'Empire et va connaître une croissance assez fulgurante. Et en grande partie, ce qui est intéressant, c'est que les apôtres, donc les disciples proches de Jésus, une fois que Jésus meurt, eux vont se promener, vont partir à travers les différentes régions de l'Empire romain et vont propager ce message-là. Et comme il y a des démunis partout d'un bout à l'autre de l'Empire romain, le message va accrocher. Ce qui est un peu ironique, c'est que c'est par les routes romaines que va pouvoir se diffuser très rapidement ce message-là. Mais particulièrement, il y a un des apôtres qui va, lui, va aller s'installer directement à Rome, donc le cœur de l'Empire, la ville la plus grosse, la ville avec peut-être le plus de démunis, le plus de gens qui vont être prêts à écouter ce message-là. Et c'est que justement, c'est cet apôtre-là, Pierre, qui va devenir l'évêque. Donc, il va devenir le chef de la communauté chrétienne de la plus grosse ville de Rome. Il va devenir l'évêque de Rome et c'est pour ça que depuis ce temps-là, l'évêque de Rome, c'est le pape, le père d'une certaine manière de toute la communauté des chrétiens. Donc, le dynamisme des chrétiens, il est assez grand. Par dynamisme, j'entends, ce sont des gens qui vont adhérer à cette religion-là et qui vont faire preuve d'un zèle assez incroyable. Dans certaines villes, notamment à Rome, il y a encore moyen de le visiter aujourd'hui, carrément, les chrétiens, pendant longtemps, vont être obligés de se cacher pour pratiquer leur rite. Donc, c'est ce qu'on appelle des catacombes. Ce sont des espèces d'espaces souterrains où on allait justement se cacher. Donc, vous avez peut-être des voûtes funéraires ici, à gauche et à droite. On allait enterrer les morts d'une certaine façon là. Donc, il y avait des endroits où on pouvait aller justement pratiquer leur rite. Donc, littéralement, des chapelles sous terre où on pratiquait en secret cette religion-là. Il y a toutes sortes bon, évidemment, les premiers pères de l'Église et les premières femmes qui encouragent la formation de l'Église, il y a des cas assez spectaculaires et surtout se souvenir, tant que aussi longtemps que la religion chrétienne n'est pas la religion officielle de l'Empire, c'était une religion qui était hors la loi. Il y a une toile ici qui montre, par exemple, Saint Valentin, qui lui était réputé comme un père de l'Église, était réputé comme celui qui allait marier justement, qui effectuait des mariages chrétiens, il va finir comme martyr. Donc, beaucoup de personnes comme ça, des chefs du monde chrétien qui seront arrêtés et une façon de leur faire subir des peines, mais c'était de les envoyer justement au cirque où ils pouvaient être dévorés d'une certaine façon par des fauves qu'on amenait de partout dans l'Empire. Mais toujours est-il que cette religion-là, comme je l'ai dit, elle est très dynamique et éventuellement,
Ce dynamisme-là, au 4e siècle, d'une certaine manière, il est récompensé. Petit à petit, la religion fait son chemin à travers l'Empire, pas seulement à Rome d'abord, mais aussi à travers tout l'Empire, de telle sorte qu'à la fin du 4e siècle, un empereur qui s'appelle Théodose, qui lui va proclamer, va dire que la religion chrétienne est maintenant la religion officielle. C'est là qu'on va carrément laisser tomber le polythéisme dans l'Empire romain. Alors ça, c'est un événement qui est majeur. Parce que là, tout d'un coup, cette religion qui était hors la loi devient la religion officielle et d'une certaine manière va devenir un facteur d'unification. N'oublions pas que 391, on arrive vers la fin de l'Empire romain et qu'après ça, il arrivera un cataclysme épouvantable, ce seront les invasions germaniques. Et les invasions germaniques, comme on le verra au Moyen Âge, c'est qu'on va jeter à terre toutes les institutions romaines. Mais s'il y a un facteur d'unité qui demeure à l'intérieur du monde romain, c'est la religion chrétienne. Et comme je vous l'ai dit, à partir de ce moment-ci, à chaque semaine, on va parler, il va y avoir à peu près, dans chacune des capsules, il va y avoir un volet Église et christianisme. Un héritage aussi qui n'est pas à négliger, c'est l'héritage linguistique. Le latin est à la base des principales langues romanes, c'est-à-dire le latin, c'est-à-dire la langue parlée par les Romains, mélangée aux langues des peuples conquis, seront à la base de ce qu'on appelle les langues romanes, donc le français, l'italien, le portugais, l'espagnol. Et également, le latin va s'immiscer justement dans d'autres types, dans les langues de type germanique, c'est-à-dire l'anglais et l'allemand. Fait que ça, c'est un héritage qui est aussi considérable, qu'il faut toujours regarder. Donc, en bout de ligne, quand on regarde l'histoire romaine, quand on regarde de Romulus à la Pax Romana, de la Pax Romana jusqu'à l'effondrement de l'Empire romain, des premiers bergers à la construction des grandes villes, on pourrait dire que rares sont les civilisations qui ont eu autant d'impact dans le monde occidental et on aura l'occasion de revenir tout au long de la session, de revenir sur les héritages importants du monde romain.